Bonjour Cécile, bonjour Gabriel. Merci à vous Bonjour d'être Ilham. présents, d'avoir Bonjour accepté cette Ilham. interview. Donc aujourd'hui, on reçoit Cécile et Gabriel de HPA Family. Donc je suis très contente de vous recevoir. Merci encore d'avoir accepté ces échanges qu'on va essayer de partager avec les familles. Je tenais à vous remercier déjà avant de commencer. Merci à Alors, toi. pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que c'est possible de vous présenter en quelques mots, Cécile et Gabriel, s'il vous plaît? Je m'appelle Cécile Stanilevitch, je suis mère de famille nombreuse, j'ai 4 enfants de 10 à 18 ans et ma famille est concernée par le haut potentiel intellectuel. Ce qui m'a amenée à rentrer dans des groupes de partage de parents parce que j'avais du mal, je n'y arrivais pas. C'était vraiment compliqué à la maison. Et puis, donc, suite à ça, aujourd'hui, je développe ces groupes de partage de parents qui s'appellent les chantiers éducation ZEB. Je les développe pour le département 92 où j'habite, où on habite avec Gabriel, en fait. On Ouais. habite toutes les dernières. Et ça m'a amené à développer, à changer de profession. Aujourd'hui, je suis coach professionnel certifié et j'accompagne notamment les familles à haut potentiel intellectuel. Et alors, moi, je suis aussi mère de famille nombreuse, de 4 enfants qui ont entre 8 et 16 ans. Et je suis aussi enseignante depuis plus de 20 ans maintenant. Et par ailleurs, je suis dans le soutien à la parentalité depuis un moment. Alors, à travers les chantiers éducation zèbre, donc qu'on co-anime et qu'on co-gère avec Cécile, moi je m'occupe de développer les chantiers zèbre au niveau national. Ça, et puis je travaille aussi auprès d'une association qui s'appelle le Réseau des parents, qui vient en aide aux parents en lien avec les mairies, en fait, pour proposer une offre de conférences, d'ateliers, etc. Et puis, je m'occupe aussi avec Cécile de Happy HP Family, euh, voilà, où on fait de l'accompagnement individuel, des formations, des conférences, etc. pour les parents et les enfants. Ok, Voilà. très Et bien. on est toutes les deux auteurs. Voilà, on est auteurs de Avec lui, c'est compliqué. Et puis de Mon enfant est heureux à l'école, qui a été publié chez Erol. D'accord, d'accord. Bah oui, on va parler un peu du livre. Mais avant ça, j'aimerais savoir. Donc c'est assez effectivement. Donc j'ai vu que vous étiez voilà maman de maman de famille nombreuse. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser en fait à la douance? Qu'est-ce qui vous a amené à vous orienter dans voilà différents métiers et puis de vous intéresser un peu à la parentalité, mais surtout la douance? Alors moi, Alors, j'avais un fils qui allait pas bien. Pardon, Gabriel, je débarque. Il allait pas bien, il n'était pas heureux vers 5-6 ans. C'était vraiment compliqué. Et il me faisait des grosses crises de colère, mais il avait aussi beaucoup de cauchemars, des angoisses de mort. Enfin bon, je le sentais pas bien, quoi. Et donc, j'ai essayé d'explorer plein de pistes. Alors, pour tout vous dire, la douance, pour moi, c'était pas du tout ma tasse de thé. Donc, dans ma famille, on en a parlé. Ma sœur m'en a parlé. Une cousine m'en a parlé. Et je disais, ouais, 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 ouais. Mais je vais quand même chercher ailleurs. Et puis, un jour, je me suis dit, bon, c'est la piste que je n'ai pas explorée, quoi. Donc, allez, j'y vais. Et donc, j'y suis allée avec… enfin, je comprends les parents aujourd'hui qui peuvent avoir des a priori parce que je les ai eus. Donc, je vois bien par quoi ils peuvent passer. Et puis, bingo, quoi, le test a dit, bah ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il va bien. Donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est que voilà, je suis rentrée dans un groupe de partage d'expériences de parents parce qu'avoir un bilan ne m'a pas suffi à savoir comment gérer au quotidien. C'était bien, ça donnait des pistes, mais en fait, tous les jours, j'avais besoin de plus. Et, et c'est vraiment ça, oui, ces groupes de partage qui m'ont permis de monter en niveau de réflexion et en rebalayer un peu ma vie, comment je fais aujourd'hui, comment je pourrais faire autrement, tout simplement, hein, avec les outils du quotidien. Voilà. D'accord, d'accord. alors moi, c'est ouais. Excuse-moi. Donc, tu t'es intéressée parce que tu es tombée sur une problématique avec ton enfant et c'est ce qui t'a amené petit à petit à cheminer vers cette thématique par rapport à Ouais, en ton fait, j'avais propre. pas le choix. Tu vois, Ouais. ça n'allait vraiment pas, quoi. C'est Ouais. comme un grain, un caillou dans les rouages de la famille. Mm, Et moi, j'étais déjà partie, c'était mon deuxième, et j'étais déjà partie pour faire plein d'enfants. Et ouais. donc, je me disais, il faut que ça tourne. Et Ouais. ça tournait pas du tout.
tout à fait. D'accord. Merci. Oui, Gabrielle, excuse-moi. Alors moi, je suis arrivée pas du tout par ce biais-là, enfin en tout cas pas au départ, puisque j'ai été inscrite d'office à une formation par ma directrice. Parce que j'en avais dans ma classe. Donc, voilà, c'était pas du tout pour moi. Et d'ailleurs, je trouvais que quand même, les parents étaient un peu lourdingues hein, sur ce sujet. Voilà, oui, très bien, il était effectivement très intelligent, ce petit garçon, etc. Bon, après, c'était il y a 20 ans, donc le discours a quand même pas mal évolué en 20 ans sur le sujet. Et puis après, alors moi, j'en avais une chez moi qui était un peu gratinée. Mais pareil, comme Cécile, jamais pensé à ce que ça puisse être ça. Franchement, pas du tout. Et en fait, c'est la maîtresse qui m'a dit, non mais attendez, en fait, là, on est allé au cinéma. C'était pour aller voir Mia et le Migou. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce film. C'est un film, enfin, un petit peu, enfin, atroce. En tout cas, pour ma fille à cette époque-là, en fait, elle jurait sur la tombe de sa mère qu'elle allait récupérer son père qui était dans une mine en Amazonie sous la forêt qui brûlait. Ah ouais. Donc, tout un programme. Et en fait, ma fille a démontré par A plus B sur tout le chemin pour aller de l'école au cinéma que non, ce film, c'était vraiment pas utile de le montrer à des enfants de 6 ans avec tous les arguments qu'il fallait. Elle est allée au cinéma, au bout de 5 minutes, elle est ressortie du cinéma avec la maîtresse qui l'a ramenée à l'école et elle a continué l'argumentaire. Et la maîtresse m'a dit qu'elle n'avait jamais vu ça en fait. Que Le c'était pas raisonnement qu'elle avait à possible 6 ans, effectivement. Voilà. Mais en fait, moi, franchement, je ne pensais pas du tout que c'était le cas. Donc, pareil, je suis un peu tombée des nues. Et puis, un peu comme Cécile, bon, bah oui, très bien, un test. Alors, ça donne un peu des pistes. Et en tout cas, voilà, on se dit qu'on n'est pas complètement fou et qu'il y a bien quelque chose de particulier. Mais après, voilà, au quotidien, comment est-ce qu'on fait pour gérer? Ça, c'est une autre histoire. D'accord, d'accord. Donc, c'est vraiment vos histoires personnelles qui vous ont amené effectivement à vous intéresser, donc plutôt, toi par le biais, on va dire, du domaine professionnel, mais aussi à côté, il y avait quand même ta fille, il y avait des choses qui résonnaient. Et effectivement, et c'est ce que vous dites, le test voilà, ne montre pas tout parce qu'on n'a pas, là on pose un diagnostic effectivement, mais après, c'est la vie de tous les jours qui peut être un peu compliquée et puis comprendre comment on fait avec ces enfants, avec ce fonctionnement atypique. Quelles sont les caractéristiques qu'on va retrouver chez ces enfants-là? Parce que je pense que vous vous êtes après petit à petit intéressé, vous, par rapport à vos enfants. Qu'est-ce qui va ressortir le plus souvent, en fait, dans les caractéristiques de ces enfants? Parce que là, tu vas parler de ta fille de 6 ans qui avait quand même un raisonnement voilà, d'une adulte, en fait, avec une prise de recul. Et voilà, pour les autres enfants, de façon générale, quelles sont les caractéristiques générales qu'on retrouve chez ces enfants? Alors, tu vas avoir une pensée qui va vite. Alors, une pensée qui va vite, les parents, si tu leur poses la question, ils ne vont pas forcément te dire oui, c'est le cas. Parce que ça peut être une caractéristique familiale. Et puis parce que ça ne se voit pas forcément. C'est plus facile pour les enseignants de le voir parce qu'ils vont comparer. Mais nous, en tant que parents, bon, tu vas avoir une aisance verbale, un vrai amour des mots et une capacité d'argumentation, ce qu'a raconté Gabrielle, qui est un peu décalée par rapport à la tranche d'âge. Ouais. Moi, je trouve aussi qu'il y a une manière d'être au monde qui est particulière. Ça, je trouve que c'est particulièrement flagrant en classe. En fait, ils vont répondre des choses. Il y a une dimension en plus, en fait. Il y a une perception du monde à la fois dans le global et dans le détail qui est très précise, et très lucide. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se faire avoir par des faux semblants, par une personne qui serait hypocrite en face. Voilà, enfin, il va y avoir une exigence de cohérence, de justice, de justesse aussi, des mots qui fait que soit la personne, on va dire, est entière face à eux et ça se passe bien, soit elle cache des choses ou elle fait des fausses promesses, etc. Et là, ça peut se passer très, très mal. Alors, il va y avoir aussi la dimension des émotions. Donc, ce sont des enfants avec des émotions intenses. Donc, tu vas avoir des grands hauts, des super joies et des grands bas. Donc, des colères qui peuvent être assez démonstratives, des peurs qui peuvent les empêcher de dormir. Enfin, tout va être plus intense que chez les autres. Tout à fait. Vous voulez rajouter quelque chose? Mais ça peut être, oui, ça peut être caché. C'est-à-dire que cette intensité, elle n'est pas forcément
exprimer. Alors, elle peut s'exprimer par d'autres manières parce que c'est un enfant qui peut être couvert d'eczéma ou des choses comme ça, mais c'est une intensité dont les autres peuvent ne pas se rendre compte aussi. Donc, il faut se méfier. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là, mais il y en a qui sont un peu téflons, il y a tout qui glisse. Tout qui glisse et en fait, derrière, ça boue. Tout à fait. Donc, ils vont cacher un peu, mais à leur manière, ils vont l'exprimer d'une autre manière, effectivement. Voilà. Oui, et puis, tu as une très forte intuition. Alors qu'on peut relier avec ce que disait Gabrielle tout à l'heure, c'est que ça va aussi les aider à inventer des nouvelles solutions auxquelles les autres ne pensent pas. Mais tu vas avoir aussi l'intuition sur, par exemple, dans les relations de couple des parents. Ce sont des enfants qui sont comme des antennes paraboliques. Et ils perçoivent les choses. Alors après, ils peuvent aussi se tromper dans l'interprétation qu'ils en font. Hein. Ils ne sont pas non plus omniscients. Mais en tout cas, il y a cette dimension de perception très fine de ce qui se passe autour par leurs 5 sens et par tout ce qu'ils arrivent à combiner ensemble. Voilà, et à percevoir le monde d'une façon très complète, entière. Mais parfois qui les perturbe parce qu'ils peuvent être trop sollicités par tout ce qu'ils perçoivent. Tu vois, c'est comme une antenne qui serait réglée sur le maximum, quoi, super sensible. D'accord. Donc, en fait, ils absorbent de tout, en fait, que ce soit les informations, envahissent d'où la sphère émotionnelle. Hein. Voilà, ça peut être une des raisons pour lesquelles ils sont super crevés le soir après l'école. D'accord, oui, effectivement, d'accord. Tu voulais rajouter quelque chose, Gabrielle? Je jongle là. Moi, la pédiatre qui suivait mes enfants au début, quand ils étaient petits, me disait ah, c'est un monsieur plus, une madame plus. Et je trouve que ça résume assez bien. C'est-à-dire que c'est bien des messieurs et des madames comme n'importe qui, mais en même temps, il y a un petit plus derrière qui fait que voilà, c'est le petit plus en particulier qu'on a à gérer au quotidien. Voilà. Je rajouterais exigeant envers eux-mêmes et exigeant envers les autres. Donc, ils peuvent avoir, par exemple, des difficultés relationnelles. Parce qu'un copain, il doit être parfait, quoi. Donc, c'est pas facile de trouver le copain parfait. Quand même. Et ça, on le remarque aussi beaucoup quand ils rentrent dans la sphère scolaire. Beaucoup les enfants, la relation à l'autre peut être très compliquée. Donc, d'où la cause qui est souvent l'exigence dans ce que tu dis, Cécile, effectivement. Il y a pas mal de choses en fait à dire sur eux. Voilà. Moi, j'avais un fils qui me disait. disait. Je pense pas qu'on va s'étaler en temps. Excuse-moi, Cécile, oui, dis-moi. Juste pour illustrer, j'avais un fils qui me disait pourquoi je suis jamais invitée à des anniversaires. Ah. C'est pour les parents, et puis pour lui, c'est un peu dur quand même. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ça commence très tôt, hein, dès la maternelle. Et la maternelle, ça peut être compliqué. Moi, c'était pas, ça a été mon cas pour ma première, qui est aussi, bon, les trois, mais la sphère scolaire, dès la maternelle, des problématiques comportementales dues à cette relation avec l'autre. Donc, moi, ce que j'aimerais aussi savoir, parce que là, vous avez aussi écrit un livre avec lui, c'est compliqué. Là, on parle des caractéristiques, donc on pourrait encore en dire d'autres. Après, j'invite les parents à regarder un peu les descriptifs que vous donnez aussi dans le livre, parce que je trouve qu'il est assez bien construit. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Avec lui, c'est compliqué, vivre avec un enfant précoce et l'aider à grandir et réussir. Et c'est là où ça peut être un peu compliqué, nous, parents, d'avoir une certaine posture avec eux par rapport à leurs caractéristiques. D'où l'idée est venue d'écrire un livre, Gabrielle et Cécile. Alors, en fait, donc, on a d'abord monté des groupes de partage d'expérience, donc les fameux chantiers zèbres. Il se trouve que Cécile avait fait tester son enfant par une psychologue qui est venue prendre des nouvelles de Cécile, de savoir comment ça se passait chez elle. Et puis Cécile a dit, en fait, ça va. Et elle a dit, comment ça va? En fait, tous les parents qui sortent, là, c'est la cata. Comment c'est possible que ça aille? Ah, j'ai trouvé un groupe de partage d'expérience et ça va. Et il se trouve que dans les chantiers zèbres, en fait, il y a toute une pédagogie, il y a un certain nombre de ressources à la fois des parents et qui sont apportées par l'organisation des chantiers, qui font que on a à la fois une banque de données à la fois, on va dire, experte pour certaines choses, et aussi hyper concrète, puisque c'est le partage d'expérience des parents qui vient nourrir cette base de données. Et donc, Cécile, tu m'arrêtes, Cécile, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, mais Cécile partage voilà, ses apports des chantiers, et la psychologue qu'elle a au téléphone lui dit, en fait, moi j'ai besoin que vous veniez partager ça. Est-ce que vous pouvez monter des formations sur ce sujet pour qu'on puisse
que d'autres parents puissent en bénéficier. Donc, on a monté tout un parcours de formation à partir de cette expérience-là. Et au cours de ces formations, il y a des papas qui nous ont dit, non, mais en fait, il faudrait écrire un livre parce que ce que vous dites là, c'est des choses hyper concrètes et on ne les trouve pas dans les livres. Voilà. Et alors, Cécile me dit à minuit, après une formation, allez, chiche, on écrit les livres. Et moi, je lui dis, en fait, nos vies sont quand même très pleines déjà. Donc, est-ce qu'on a le temps vraiment? Ah ouais, mais si, quand même, ça serait bien. Voilà. Et il se trouve que moi, je connaissais quelqu'un chez Erol à qui on a envoyé le projet, en fait, l'idée juste. C'était pour faire plaisir à Cécile, pour qu'elle me fiche la paix, en fait. Elle a insisté. Et Cécile a insisté. Et 3 mois après, on avait rendez-vous et on a commencé à écrire le livre. Voilà. Mais c'était vraiment pour mettre tout ce qu'on avait recueilli. Parce que tous les livres des psys, etc., ils étaient passés entre nos mains. Mais c'est vrai qu'ils s'arrêtaient jusqu'à un certain seuil. Et finalement, ce qui se passait dans les familles, et qui pourtant, il y avait une vraie richesse, et celle-là, elle n'était pas partagée. Voilà, donc l'objectif de notre livre, c'était vraiment de pouvoir partager tous ces échanges d'expériences et aussi le fait qu'on avait tous des ressources différentes, mais qu'en allant les chercher, on pouvait s'en servir pour avancer. D'accord, d'accord. Donc, c'est parti vraiment sur quelque chose de concret, de l'expérience des parents et vos expériences à vous. Vous avez pu écrire ce livre. Et effectivement, dans ce que tu dis, Gabrielle, et c'est vrai, la plupart des livres qu'on va retrouver sur la douance, sur la précocité, peu importe le nom, mais on voit souvent que la partie théorique et la partie pratico-pratique. C'est rare qu'on la retrouve. Donc, et c'est ce qui m'a plu, moi, dans votre livre. Moi, je l'ai acheté à titre personnel en tant que maman, mais aussi en tant que professionnelle. Et je trouvais qu'il était super bien construit, en fait, de donner pas mal d'astuces, de mettre aussi en lumière ces enfants HP. Il n'y a pas que la sphère négative, il y a aussi des bonnes choses, on va dire des points forts qu'ils peuvent avoir ces enfants-là. Et je trouvais qu'il était très très bien construit par rapport à ça. Et en plus, il aborde pas mal de problématiques. Et j'aimerais savoir quelles sont les problématiques qui ressortent le plus, la problématique majeure qui ressort dans les échanges que vous avez pu avoir avec ses parents et ce que vous voyez, vous, au quotidien. Est-ce que c'est possible de parler d'une de… On ne va pas t'en parler d'une, on va te parler de deux. Vas-y. Souvent, l'entrée qu'ils prennent avec nous, c'est l'école. J'ai un problème à l'école. Donc, c'est soit les relations avec la maîtresse, parce que parfois, l'enseignant, il se sent un peu challengé par un enfant qui exige plus. Parfois, l'enseignant, il ne comprend pas l'humour dont va faire preuve l'enfant. Parfois, l'enfant s'ennuie. Donc, soit il s'agite, soit il rêve. Ils ont du mal avec la répétition. Or, l'enseignement français, il est quand même basé sur la répétition. Et puis, à l'école, tu as aussi toute la dimension relations sociales. C'est quand même un lieu où il y a énormément de choses qui se jouent, auxquelles l'enfant doit se conformer et il peut avoir du mal parce que les règles, c'est quand même un peu un souci pour l'enfant à haut potentiel. Et comme c'est un tiers qui va venir le dire aux parents, là, le parent, il se dit, il faut que je m'en occupe, d'autant qu'on est quand même tous un peu inquiets de l'avenir de nos enfants. Et donc, l'école, c'est quand même un endroit où, quand l'enfant est en CP, on nous dit qu'il y a des problèmes, on se dit, oh là là. Ça commence bien. C'est clair. Donc ça, c'est la première entrée. Mais souvent, nous, là, on leur demande, et du coup, et comment ça se passe en famille? Et alors là, ils lèvent les yeux au ciel et ils disent, c'est compliqué. Et là, bingo, quoi. Et là, ils te racontent que les crises émotionnelles à la maison, c'est dur, le respect des règles, c'est dur, les relations dans la fratrie, c'est pas simple. Voilà. Et là, il y a aussi un lieu où il se passe beaucoup de choses. Alors, parfois, les parents viennent avec cette première demande-là aussi, ça arrive, bien sûr. Ça commence, la plus grosse problématique, c'est l'école, en fait. C'est la sphère… C'est-à-dire que l'école, ça va être le lieu… où il y a quelqu'un d'extérieur, c'est un tiers qui dit qu'il y a quelque chose. Là où on peut n'avoir aucune référence, en fait, quand c'est les aînés, par exemple, si l'aîné est au potentiel et qu'il n'y a aucun enfant autour de soi, pourquoi est-ce qu'on s'inquiéterait de quoi que ce soit? Pour nous, c'est le fonctionnement normal. Et par contre, quand l'école dit non, mais en fait, là, il y a quand même quelque chose, là, il y a un truc.
qui peut nous mettre en difficulté ou pas d'ailleurs. Hein. Moi, ça m'arrive régulièrement de dire à des parents, écoutez, là, moi, je pense que ça peut valoir le coup d'aller regarder. Surtout que toi, effectivement, en tant qu'enseignante, tu vois aussi les problématiques que peut-être les parents ne voient pas, parce qu'on est vraiment dans la sphère scolaire, alors qu'à la maison, ils peuvent avoir d'autres comportements, on va dire, différents. Donc là, tu as aussi cette casquette qui te permet de voir aussi d'autres problèmes. Mais ça part, on le voit bien, de l'école, parce que l'enfant, quand même, il passe la moitié de sa vie à l'école. Donc déjà, le deuxième milieu social où il se développe, c'est l'école. Donc automatiquement, effectivement. Ouais. Donc c'est beaucoup les… D'accord. Mais il y a aussi que l'école, c'est le lieu de la norme. Donc, quand on est hors norme, quelle que soit la manière dont on est hors norme, ça se voit. Alors qu'avant, ça ne se voit pas, en tout cas beaucoup moins. Voilà. Là, c'est vraiment un lieu où ça se révèle. Voilà. Et on ne peut pas faire genre on n'a pas vu. C'est pas possible. C'est clair. Alors, il y a toujours un peu de déni. Hein. Dire nous les premières, on n'avait pas très envie de faire tester nos enfants. Hein. Donc, voilà. Tout à fait. Donc, il y a un autre regard. Il y a un autre regard. Ce que j'ai remarqué, et vous l'avez aussi, je pense, remarqué, c'est souvent ces enfants-là, parce que là, on parle de l'école, le fait qu'ils aient des caractéristiques, souvent, et puis qu'ils se sentent différents des autres, hein, aux enfants de leur même tranche d'âge, ou adolescents ou enfants. Souvent, c'est des enfants qui vont manquer de confiance en eux. Ça va venir impacter leur estime d'eux, que ce soit un manque d'estime ou de confiance en eux, ou que ce soit enfant, mais aussi adulte. Vous, dans ce que vous avez pu remarquer, dans les échanges que vous avez eus avec les familles, avec les parents, avec les enfants, il serait dû à quoi ce manque de confiance pour vous? Alors, moi, j'ai proposé déjà une courte définition de l'estime Alors, de moi, soi. je pense que c'est… Ah, pardon. Ça te va, Gabrielle? Je dirais que dans l'estime de soi, il y a la composante amour de soi, la composante image de soi et la composante confiance en soi. La confiance en soi, c'est ce dont je suis capable, donc c'est basé sur mes réalisations. L'image de soi, c'est comment je me vois, mes qualités, mes défauts, mes talents, et puis ma place au monde. Et puis, l'amour de soi, est-ce que je peux m'aimer? Combien on m'aime? Et est-ce que je peux m'aimer moi-même? Et tout ça, ça fait l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est combien je suis valable. C'est une question de… Voilà, c'est plutôt une notion de valeur par rapport à la confiance qui serait plutôt une notion de capacité. Donc, une fois qu'on a défini ça, on peut aller regarder dans les différents tiroirs du meuble. C'est vrai qu'ils ont souvent un déficit d'image de soi. Alors, en fait, du coup, ça, c'est la question de quelles sont mes qualités, quels sont mes talents. Alors, par exemple, ça peut être impacté par le fait qu'ils ont des fortes crises émotionnelles. Ce sont des enfants qui peuvent être, ou des ados, ou des adultes, qui peuvent être submergés complètement par leurs émotions. Et ça leur renvoie une image d'eux-mêmes de t'es bizarre, quoi. Et donc, je suis bizarre, ça peut devenir je suis nulle. Et il y a aussi la question de ma place au monde. Si je ne suis pas comme les autres, quelle place est-ce que je peux occuper? Est-ce que je me cache, je me dissimule derrière une image de non, en fait, je suis comme les autres et vous ne saurez pas que je suis différent? Ou est-ce que j'arrive à trouver ma place? Il y a quand même un endroit pour le monde, dans le monde, pour moi, tel que je suis. Et puis, la confiance en soi, le problème, c'est qu'ils ont un tel niveau d'exigence avec eux-mêmes. Si je dois réussir tout de suite et parfaitement, souvent, je ne vais pas y arriver quand même. Donc, du coup, j'ai plutôt une image de ce sur quoi j'ai échoué plutôt que de mes réussites. Or, il y en a des réussites. La question, c'est sur quoi je mets le projecteur. Est-ce que c'est ce que j'ai réussi dans la journée ou est-ce que c'est ce que j'ai échoué dans la journée? D'accord, donc ça, ce serait une astuce pour aider ces enfants vraiment à l'augmenter. C'est-à-dire mettre ce projecteur sur ce qu'ils ont, sur leur réussite. C'est ce que tu dis là, Cécile. Oui. Il y a ça. Par exemple, on peut lister qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Moi, je demande souvent aux enfants, en fin de journée, qu'est-ce que vous avez aimé dans votre journée? Tu vois? Parce que, je ne sais pas toi, mais moi, naturellement, j'aurais tendance à râler sur ce qui n'a pas marché. Ça, c'est tous les parents. On regarde tout ce qui est négatif. Et effectivement. Or, je peux choisir de regarder ce qui va bien. Qu'est-ce que j'ai aimé, moi, dans ma journée? Et ça peut être des micro-moments, tu vois. On n'a pas besoin d'aller à Disneyland tous les jours non plus. C'est clair. Moi, je crois aussi que dans l'estime de soi et la confiance en soi, le problème, c'est alors notamment avec l'école, c'est l'image qu'on leur renvoie.
aussi, parce que comme c'est un enfant qui va venir bousculer les adultes, Mhm. l'adulte n'a pas nécessairement envie de se remettre en question face à cet enfant, donc Ouais. il va préférer, en fait, souvent dégrader finalement l'image de l'enfant plutôt que la sienne. Et ce qui fait qu'il y a cette espèce de, voilà, ça bouscule trop l'adulte pour qu'il puisse prendre en compte cet enfant qui vient le pousser dans ses retranchements, le pousser. Alors, c'est souvent le cas avec ceux qui sont perturbateurs à l'école. Ouais. Bah oui. Voilà, voilà, arriver à mettre le projecteur sur ce qui se passe bien, c'est pas forcément évident. Peut être vraiment mis en difficulté, alors que effectivement, c'est un enfant qui est tout à fait pertinent. On va lui renvoyer une image plutôt dégradée de lui-même, parce que Mhm. arrête de déranger, n'enlève pas la main, laisse la parole aux autres. Non, ça tu n'y touches pas. Enfin voilà, et c'est que des choses négatives qui vont lui être dites toute la journée, et il rentre avec ça en fait. Donc je pense que ça joue pour certains, pas pour tous. Hein, c'est que Tout à ceux qui fait. sont plutôt de la catégorie, voilà, qui bousculent beaucoup, parce qu'il n'est pas le cas de tous. Il y en a qui Mhm. se fondent dans la masse et D'accord. qui ne font pas la même chose. Mhm. Surtout, Et ce décalage, pour moi, est vraiment le décalage de perception. Puis il y en a, enfin, ils ont des réflexions, donc on va les traiter comme des adultes. Et puis parfois, ils vont reprendre une place de petit, enfin la place de leur âge. ouais. Mais dans un sens, c'est un décalage avec d'autres, avec les adultes, qui n'est pas évident pour prendre sa place, je pense. D'accord. Donc, il faudrait peut-être les aider à accepter cette différence et se mettre en valeur, en fait, c'est-à-dire dans leur différence avec l'autre. Oui, Hmm. exactement. En Hmm. fait, à la maison, toi, tu peux, en tant que parent, l'inviter à contribuer à des mini-projets familiaux. Le mini-projet familial, ça peut être, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme dessert ce week-end? Ouais. Juste valoriser sa contribution, quelle qu'elle soit. Ouais. Soit ça va être son idée, soit ça va être le fait qu'il va oser casser un œuf alors que jusqu'à présent il trouvait ça dégueulasse de casser les œufs, soit ça peut Ouais. être la déco du gâteau ou ou la déco de la table, mais lui montrer que la contribution, aussi décalée qu'elle puisse être, toi tu peux montrer que c'est un talent Hmm. et souligner ce talent et le célébrer. Tout à fait. Et moi je fais souvent des annonces à table en disant un tel a eu cette idée-là à ce moment-là et c'est génial parce que ça a pu contribuer et ça permet à tout le monde de féliciter, tu vois, ou de se réjouir tout simplement. Tout à fait. Et puis d'accepter qu'ils s'acceptent entre eux et dans leurs différences, dans leurs talents. Donc, effectivement. Effectivement. Pour conclure, parce que là, je vois qu'on s'est un peu étalé, je vois que le temps est un peu pour conclure, on remarque beaucoup dans les particularités. Souvent, ça peut être source de tension aussi au sein de la famille. Vous voyez, là, vous avez accompagné des familles, vous avez vu qu'il y avait pas mal de choses qui revenaient. Et souvent, les parents peuvent être au bord, on va dire, de la crise ou voilà, que ce soit émotionnelle. Quels seraient les conseils, sachant que là, vous avez dit pas mal de choses aujourd'hui, merci d'avoir partagé ces conseils-là, mais quel serait en fait le conseil que vous pourrez partager avec les parents qui sont un peu à bout? Parce qu'il faut dire que souvent, ces enfants-là peuvent amener les parents à être dans un état émotionnel un peu compliqué. Quels seraient les conseils pour conclure? Alors, moi, je pense qu'il faudrait, enfin, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, commencer par prendre soin de soi. Même si, voilà, tant pis, il y a un moment donné, on va peut-être pas s'occuper de cet enfant, mais qu'on ne peut pas s'en occuper correctement si nous-mêmes, on ne s'est pas occupé correctement de nous. Parce que ça sera trop compliqué. Et puis, c'est difficile de dire à l'enfant d'arriver à gérer ses émotions quand on ne gère pas les siennes. Voilà. Donc, vraiment de faire attention à prendre soin de soi. Après, dans un deuxième point, se concentrer sur le positif. Vraiment, le projecteur sur le positif, c'est vraiment… voilà, Cécile en a très bien témoigné tout à l'heure avec les partages pendant les repas. Voilà, c'est relever toutes les petites pépites et d'autant plus que ça permet aussi de rééquilibrer dans la fratrie parce que les pépites, ce n'est pas que cet enfant-là, si jamais il est tout seul dans sa fratrie, ce qui n'est pas toujours le cas. Il n'y a pas que cet enfant-là qui a des pépites, les autres aussi, et c'est des pépites différentes et ça permet de mettre en valeur chacun des membres de la famille et donc de renforcer aussi la cohésion de l'ensemble. Et en troisième, je dirais voilà, des petits pas, être assez bienveillant envers soi-même, n'est pas obligé. Voilà, Rome ne s'est pas construite en un jour, notre famille non plus. Donc, un pas après l'autre. Oui, il y a des choses qu'on réussit, des choses qu'on rate. Voilà, concentrons-nous sur ce qui réussit et généralement, ça fait tache d'huile. Ayons la gratitude envers ce que nous mettons en œuvre.
C'est clair, sans se mettre de pression, effectivement. Et pour toi, Cécile, pour conclure, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux parents qui ont ces enfants atypiques? Moi, je dirais aux parents de s'intéresser à ce qu'on appelle l'accueil des émotions. La mienne, en tant que parent, et celle de mon enfant. En fait, moi, ça a commencé par télécharger sur Internet une roue des émotions et Ouais. la coller dans les toilettes, parce que c'est un lieu où tout le monde passe. C'est clair. On a 2 minutes pour se poser et réfléchir. Le simple fait de savoir mettre un mot sur une émotion, pour moi, ça n'allait pas de soi. Donc, comment ça pouvait aller de soi pour mes enfants? Ouais, Et être bienveillant avec soi. On a le droit d'être en colère. Tout à fait. Moi, j'ai le droit d'être en colère. Mon enfant a le droit d'être en colère. Par contre, il n'a pas le droit de tout casser dans la maison. Donc, c'est la nuance entre OK, il y a ça qui se joue dans mon corps, c'est un signal, et puis il y a une énergie qui l'accompagne, et qu'est-ce qu'on fait de cette énergie? Voilà. Donc ça, moi, c'est la première piste que je donne aux parents, et c'est un travail pour des années, hein. Mais déjà, la gestion des émotions. Ouais, et avancer à petits pas sur ce chemin. Et la deuxième piste que je donnerais, c'est fonctionner par projet. Moi, chaque année, je me donne un objectif. Par exemple, une année, je me suis dit, je vais essayer d'aider mon enfant au potentiel à s'adapter à la nouveauté. Au changement, nouveauté, ouais. Et donc, ça veut dire que je laisse de côté le reste, sur quoi je regarde. C'est ça que je regarde, et je vais utiliser tout le quotidien comme une matière qui va m'aider à travailler là-dessus avec mon enfant. Ça veut dire, si je continue dans la métaphore des repas, on avait dit qu'on ferait des crêpes, il n'y a pas de Nutella. Comment on fait? Avant, ça pouvait être une crise chez moi. Ouais, et pas apporter la réponse. Parce que de peur de la crise, je disais, c'est pas grave, on va mettre du miel. Et là, je dis rien et je lui dis, ah, il n'y a pas de Nutella. Comment on va faire? Et je me tourne vers lui. Et oui, bien sûr, il va avoir le moment d'angoisse, le moment de colère. Ouais, ok. Mais derrière, si lui il commence à inventer sa solution, et si c'est lui qui dit on pourrait mettre du miel, eh ben lui, il commence à devenir autonome et à prendre confiance en lui. Tout à fait. Tu vois? Et donc, d'accord. pouvoir modifier le déficit d'image qu'il pouvait avoir. Parce que ce n'est pas moi qui prends en charge. Tout à fait. Et donc, chaque année, je me donne un projet différent, un thème différent, et puis j'avance. Et c'est intéressant parce que ça l'aide à développer des compétences pour lui en tant que futur adulte, effectivement. C'est génial ce que tu partages. Avant que ça coupe, parce que je suis en train de voir le timing là qui met une petite pression. C'est super intéressant, effectivement. Tout passe par aussi la gestion émotionnelle. Parce qu'on est des êtres d'émotion. Effectivement, si on ne travaille pas avec nos enfants, ça va venir impacter déjà, se gérer soi, pour pouvoir gérer le quotidien avec ces enfants atypiques. Je vous remercie vraiment sur ce que vous nous avez partagé comme conseil. C'était très intéressant comme conseil. Et puis, moi, je veux savoir, pour les personnes qui aimeraient en savoir un peu plus sur vos activités, savoir aussi où retrouver ce fameux livre, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, voilà, où on peut, sachant que je vais mettre les liens, mais j'aimerais que voilà, les actualités, s'il y a des actualités, et où vous retrouvez. Alors le livre, il se trouve dans toutes les librairies. Vous pouvez même faire marcher la librairie de quartier, c'est le moment. Et puis, on anime une page Facebook qui s'appelle Happy HP Family, sur laquelle vous pouvez retrouver des partages justement de ressources qu'on trouve intéressantes pour les familles à haut potentiel. On a aussi un compte Instagram qui est plutôt sur des choses hyper concrètes du quotidien. Et là, c'est des partages voilà, de vraies. De toute façon, je mettrai tous les liens juste en dessous, rassurez-vous. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas aussi à les poser. Cécile et Gabriel se feront peut-être un plaisir d'y répondre, je pense, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées un peu aujourd'hui, mais le livre est très, très bien fait. Je vous invite vraiment à aller vous le procurer parce que vous allez apprendre pas mal de choses. Et puis, en plus, votre expertise de maman avec ses enfants, avec ses particularités, plus la sphère professionnelle, vous avez vu aussi un autre côté, on va dire, de ces enfants-là. Donc, moi, je trouve que voilà, il est très bien fait. Je vous remercie. Merci encore, Cécile, Gabriel, pour avoir pris votre temps pour nous partager votre expérience et votre expertise. Et je vous souhaite une agréable journée. Merci encore. Et de toute façon, on se tient au courant pour la suite. Je vous remercie. Merci, Lam. Bonne journée. Merci à Gabriel. Prenez soin de vous.